En France, près de 700 000 personnes vivent à domicile et bénéficient de l'APA, l'allocation personnalisée autonomie. Micheline, 91 ans, en fait partie. Elle reçoit tous les jours une aide à domicile d'1 à 2 heures pour faire ses courses ou sortir dans Paris. Une rencontre signée Sylvain Piron. Il faut vous asseoir pour mettre les chaussures. Non, je n'ai pas. Voilà. Vous vous relevez pas trop rapidement. Vous vous relevez pas trop rapidement. Il fallait s'asseoir. Vous aurez toujours des... À 91 ans, Madame Stanchev est une femme encore pimpante qui aime plus que tout son appartement. Alors pas question pour elle d'aller en maison de retraite. Avec d'autres gens, je ne pourrais pas vivre, je crois. J'aime mon indépendance. Quand j'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Si j'ai pas envie de manger juste à midi, je peux manger à 2 heures. Mais à son âge, Madame Stanchev doit quand même faire appel à une aide à domicile pour certaines tâches. 2 heures par jour, 4 jours par semaine, Marie-Thérèse Bon vient donc dans son petit appartement parisien. Une aide à domicile qui a aussi un rôle d'accompagnement moral. Maintenant, oui. Voilà. C'est important de pouvoir rester chez soi. Oui. Donner surtout l'envie de rester chez soi. Moi, je suis là surtout pour la protéger contre elle-même, parce qu'elle ne se rend pas compte du danger. Elle pense qu'elle a la possibilité encore de courir, de faire plein de choses dangereuses pour elle. Et le métier d'aide à domicile est appelé à se développer. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million aujourd'hui à 5,4 millions en 2060. La loi sur la perte d'autonomie qui va être débattue mardi prochain au Sénat a donc pour objectif de s'adapter au vieillissement de la population, avec 3 axes prioritaires. L'anticipation, à travers des campagnes de prévention. L'adaptation des logements en facilitant la mise en place de nouvelles technologies au domicile. Et enfin, l'accompagnement de la dépendance à travers de nouveaux droits comme la revalorisation de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Promesse du candidat Hollande, cette loi attendue depuis des années ne résoudra pas toutes les questions liées à la dépendance, mais c'est un début. Je pense que là, on est sur un défi très important. La société, je veux même dire l'humanité, n'a jamais connu un tel phénomène. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit s'arrêter et on doit surtout pouvoir répondre en termes d'aménagement, en termes de préparation, en termes de prévention. Donc il est important de dégager des moyens supplémentaires et c'est ce que fait ce projet de loi puisqu'il est financé à hauteur de 650 millions. Pour l'opposition, c'est un budget insuffisant. L'APA, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros. C'est-à-dire que dans cette loi, 650 millions d'euros, on est à 10% de ce que coûte seulement l'APA. Les crédits disponibles ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et de nos espérances pour vraiment gérer ce problème de la gérontocroissance. Mais nous accompagnons cette loi parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mieux que rien. Un casse-tête pour la gauche. Comment financer une grande loi dépendance quand les caisses sont vides ? Le gros problème, c'est que cette loi part d'un excellent sentiment, fixe d'excellents objectifs, mais n'a pas les moyens de ces objectifs. Et je pense qu'il aurait fallu se donner un certain nombre de leviers pour assurer le financement et tout au moins avoir une réflexion pour aborder les véritables réformes de fond qui seront nécessaires dans les 5 ou 10 ans à venir. Pour le gouvernement, la loi dépendance, ambitieuse ou pas, devrait être appliquée au 1er janvier 2016. François Aubet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Calvados et membre de la Commission du développement durable. On a vu qu'il y avait un gros travail parlementaire de fait au Sénat et à l'Assemblée sur la question des sociétés d'autoroutes et leur éventuelle renationalisation. Le débat est vif, le débat est intéressant. C'est vrai qu'il agite beaucoup de monde et nous sommes en droit effectivement de nous poser des questions sur l'avenir des concessions d'autoroutes telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui. Le rapport du groupe de travail du Sénat, qui avait été rendu fin décembre, préconisait tout simplement d'arrêter cette rente. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une rente ? Tout à fait, je crois qu'on peut appeler ça une véritable rente. On peut même appeler ça un scandale. Pour moi, c'est effectivement inimaginable qu'en 2006, le gouvernement Chirac, et sous le gouvernement de Villepin,
et aussi mal négocié ces contrats d'autoroute. Vous vous souvenez que 150 parlementaires voulaient qu'on renationalise ces autoroutes. Bien sûr. 50 milliards d'euros, c'est trop cher le prix à payer pour renationaliser? C'est beaucoup trop cher. Encore une fois, notre pays n'a pas la capacité financière pour cette renégociation. Donc oui, dans l'absolu, c'était la bonne solution. Sauf que arrêtons. Ne recommençons pas les erreurs du passé. La France n'a pas les moyens aujourd'hui de renationaliser les autoroutes et le réseau d'à peu près 9000 km quand même en France. Vous êtes, dernière question, spécialiste des transports. Est-ce que justement, elles ne doivent pas jouer un rôle beaucoup plus important dans le financement des infrastructures au-delà des 40 millions d'euros qui pour l'instant ont l'air d'être prévus tous les ans? Oui, bien sûr, mais elles doivent, j'irais... Et au-delà des autoroutes, d'ailleurs. Bien sûr, au-delà des autoroutes. Je veux dire, on a vu ce qui s'était passé avec l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et donc avec la vente de 49,9% d'actions aux Chinois, un consortium chinois et canadien. Nous parlons aujourd'hui maintenant de l'aéroport de Nice, de l'aéroport de Lyon, et peut-être après de Strasbourg. Je crois qu'il faut éviter de recommencer les mêmes erreurs que par le passé. Si on doit vendre les bijoux de famille, autant bien les vendre, en tout cas dès le départ. En tout cas, bien les vendre. Et est-ce que c'est une réaction peut-être à court terme et l'État doit être stratège? Est-ce que pour quelques dizaines de millions d'euros, nous devons effectivement céder les fleurons français pour qu'après-demain, on les regrette? C'est une vraie question que je poserai à Emmanuel Macron dans les prochains jours. François Aubé, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir et à très bientôt, j'espère. Et vous parliez d'Emmanuel Macron tout à l'heure, et justement, la loi Macron arrive au Sénat en avril, après l'épisode retentissant du 49.3 à l'Assemblée. Et ici, évidemment, majorité de droite oblige, le texte va être profondément réécrit, il sera complètement examiné. Explication avec Michael Spitzberg. Au Sénat, il sera impossible à Manuel Valls d'utiliser l'article 49.3 pour faire voter la loi Macron. Un texte qui arrive en terrain hostile à la Haute Assemblée, où la majorité de droite compte bien profiter des débats pour remodeler la loi et en faire la vitrine de son programme économique. L'économie française est dans une sorte de coma. On nous propose de l'homéopathie. On va ajouter un certain nombre de points qui nous paraissent essentiels pour l'économie française. Des points d'ailleurs que M. Emmanuel Macron, le 28 août, dans une longue interview, avait souligné, par exemple pour les seuils qui empêchent les entreprises d'embaucher, pour les 35 heures qui doivent être assouplies. On va lui dire, écoutez, vous en avez rêvé, nous on va le voter. Pour le président centriste de la commission spéciale en charge d'examiner le texte, il s'agit surtout de donner du sens à une loi jugée trop molle. Il n'y a pas assez d'éléments économiques. Le paradoxe, c'est que ce texte s'occupe beaucoup des professions réglementées, des secteurs qui ne sont pas en concurrence, et pas assez justement d'éléments de compétitivité pour le pays et pour l'emploi. Donc évidemment, on va s'intéresser à cette question-là, et je crois que M. Macron a l'opportunité au Sénat de faire un vrai texte pour la croissance et pour l'activité. Donc l'idée, c'est de permettre aux salariés de trouver les conditions pour qu'ils puissent continuer à travailler, même si l'entreprise a des difficultés, et parfois il faudra un petit peu de souplesse. C'est vers ça qu'on va essayer de tendre. Au Parti socialiste, on place la droite face à ses responsabilités et met en garde. La loi Macron n'est pas un enjeu de campagne électorale. Le Sénat, avec une majorité nouvelle de droite, va engager sa crédibilité sur ce texte. Et donc, je pense qu'ils doivent s'interroger. Ils ont en charge l'institution maintenant. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont utiles. Si c'est uniquement pour faire la campagne électorale des départementales, je crois qu'ils se trompent de cible. Leader de Maintenant la gauche, Marie-Noëlle Lienemann ne se fait aucune illusion sur le volet social de la loi, compte tenu du rapport de force au Sénat. Néanmoins, elle espère peser sur des articles symboliques à même de faire consensus parmi les parlementaires. J'espère pouvoir être entendue et faire plus largement partager mon point de vue pour refuser les privatisations qui sont prévues dans cette loi, celle de 2 aéroports, celui de Nice et celui de Lyon, mais aussi des industries d'armement, parce que je pense qu'au-delà de la gauche et de la droite, il y a dans ce pays des tas de gens attachés à ce qu'on ne brade pas nos fleurons nationaux et qu'on garde une certaine souveraineté économique. Monsieur voulait savoir si on allait être en capacité de faire reculer Macron. Au groupe CRC, on refuse de se résigner, mais on compte sur la rue pour se faire entendre. Il n'y a jamais de dossier perdu pour les parlementaires communistes. Jamais. Nous allons mener une bataille dure sur ce projet de loi. Mais à 18, on ne sera pas en capacité d'emporter, de faire reculer sur un certain nombre de points, si dans le même temps, dans le pays, pour relayer cette bataille que les parlementaires communistes vont mener au Sénat, eh bien, nous n'avons pas une certaine mobilisation.
L'examen en séance des quelques 200 articles de la loi débutera le 7 avril prochain. Il devrait durer 15 jours. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Merci de l'avoir suivi. Pour l'actualité parlementaire, on se retrouve la semaine prochaine pour les questions au gouvernement. Mardi et mercredi à l'Assemblée, dès 14h55 en direct. Et jeudi au Sénat. D'ici là, bon après-midi sur France 3.